Bonjour à tous, bienvenue à ce quatrième webinaire des défis de ma cantine organisé par le ministère de l'Agriculture. Ce webinaire sur le thème des établissements de santé, hôpitaux et cliniques. Je vous rappelle aussi que ces défis de ma cantine, en fait, c'est 6 webinaires qui ont lieu en fait tout au long de ce premier semestre. Les mardis à 14 heures, que nos prochains rendez-vous sont les mardis 31 mai et 14 juin pour parler avec vous des établissements scolaires et collèges et lycées le 31 mai, puis des établissements privés le 14 juin. Avec nous, nous avons la chance d'avoir les représentantes nationales de la restauration collective du ministère de l'Agriculture, Frédéric L'Huissier et Valérie Merle, accompagnés par les chargés de déploiement de l'outil de ma cantine, André, Jennifer et Pauline. Je vous rappelle que les questions, vraiment, il faut les poser dans le QR code, en dessous la petite fenêtre. Et sans plus tarder, nous en sommes à 200. Sans plus tarder, nous allons lancer donc un message d'introduction de Bruno Ferreira, le directeur général de la DGAL, Direction générale de l'alimentation. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de webinaires « Les défis de ma cantine ». Défi, oui, car offrir une restauration collective durable, de qualité et accessible à tous est une attente forte de nos concitoyens et une priorité d'action du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. La restauration collective nous concerne tous, de la petite enfance aux seniors, en passant bien sûr par les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, les administrations ou encore les entreprises. Rares sont les périodes de notre existence où nous ne profitons pas de ce service essentiel à la vie en collectivité et qui revêt une dimension sociale forte. La France a su développer une restauration collective unique au monde, exemplaire et inventive. En 2019, nous avons mis en place le Conseil national de la restauration collective. L'objectif ? Mobiliser les acteurs et toutes les forces vives de la filière, des producteurs aux consommateurs, autour de la mise en œuvre de la loi Egalim. Depuis, l'engagement de tous est remarquable. Ces efforts sont d'autant plus admirables dans le contexte de la crise que nous avons traversée ces derniers mois et qui, je le sais, impacte tout particulièrement votre activité. Le beau projet qui vous rassemble aujourd'hui concerne la mise en place de la plateforme numérique Ma Cantine. Là encore, il nécessite la mobilisation de chacun. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en collaboration avec la direction interministérielle au numérique, a créé cet outil numérique totalement innovant dans une approche de co-construction avec vous, les utilisateurs et futurs utilisateurs. Cette plateforme permet aux restaurants collectifs d'appréhender facilement l'ensemble des mesures de la loi Egalim les concernant et de bénéficier d'outils de pilotage pour atteindre les objectifs que nous nous sommes collectivement fixés. Nous souhaitons que cet outil devienne progressivement le vôtre et qu'il prenne toute sa place comme site de référence pour l'amélioration des pratiques relatives à l'alimentation dans les restaurants collectifs, mais aussi pour le reporting des efforts conduits pour améliorer l'approvisionnement de vos établissements. Vous le savez tous, depuis le 1er janvier 2022, les restaurants doivent intégrer dans leurs assiettes 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio. Oui, cet objectif emblématique est particulièrement ambitieux. Nous le savions et il constitue un véritable défi pour beaucoup d'entre vous. Mais les progrès sont réels et vous pouvez en être fiers. Cependant, les efforts doivent se poursuivre pour atteindre collectivement la cible fixée. C'est la raison pour laquelle l'État est mobilisé pour vous accompagner. Je formule le vœu que ces webinaires répondent à vos questions et à vos attentes. Encore une fois, je vous adresse mes remerciements sincères pour votre mobilisation et votre investissement sans faille dans l'exercice de vos missions et dans le déploiement des objectifs de la politique de l'alimentation. Je vous souhaite à tous une excellente session. Merci, Monsieur Ferreira. Nous avons donc bonjour aux derniers arrivants. Nous allons commencer par un premier sondage pour identifier le public en fait, qui est face à nous et je passe la parole à François à ce sujet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Comme j'allais dire, les 3 premiers webinaires, on va vous
proposer de répondre à la question quelle fonction occupez-vous? On espère avoir évité effectivement beaucoup de responsables d'établissements hospitaliers. Et donc, vous voyez ici les fonctions qu'on vous propose sur lesquelles on vous propose de choisir la vôtre. Et on vous laisse une trentaine de secondes pour y répondre. Ça nous permet de mieux situer le panel de nos auditeurs. Il y a déjà 60% qui ont répondu. Oh ben alors, c'était donc très simple. Je pense que les personnes commencent à être habituées maintenant à ce type de sondage. C'est très bien. À 75, on arrêtera, je propose, Laurence, et puis on passera à la suite. Alors, on est déjà à 83%, mais je te c'est très bien. Donc, je mets fin au vote. Voilà, et puis affiche les résultats, comme ça tout le monde pourra se positionner, se situer. C'est très équilibré, très, très, très équilibré. On a cuisiné des responsables de production, des fournisseurs, des gestionnaires administratifs, des agents et des directeurs, qui sont à peu près équivalents, un peu moins de prestataires et d'acheteurs. Mais voilà, on est quand même sur une... Et puis alors les autres qui présentent la grande masse, on s'amusera à les éclater, les rééclater dans leurs familles respectives. Très bien. On peut effectivement passer à la suite. Alors, je vous propose, j'allais dire comme les fois précédentes, de vous faire une situation sur l'état de la restauration collective en milieu hospitalier, et je vais partager mon écran pour que vous puissiez... Alors, le diaporama est un peu animé, vous allez voir effectivement. Alors, nous parlons de tous les établissements du secteur public et du secteur privé, qu'ils soient non lucratifs ou lucratifs, et donc on est très proche des 3000 établissements au niveau national, se répartissant avec une petite moitié dans le secteur public, le secteur privé non lucratif 650 et le secteur privé à but lucratif 1000. Diapo suivante. Alors, les patients, nombre de lits 470 000, ça c'est des chiffres de l'INSEE d'il y a 1 an et demi maintenant. Nombre de lits et de places 470 000, nombre de repas jour, y compris hôpital de jour, un peu plus d'1 million, 1 100 000. Je rajoute les petits déjeuners et la collation jour qui risquent de passer comme repas dans, j'allais dire, les mois qui viennent, mais aujourd'hui, on ne les a pas comptés comme tels. Et le nombre annuel de repas patients à l'hôpital est de l'ordre de 440 millions par an. Le personnel, qui n'est pas négligeable en milieu hospitalier, et heureusement, évidemment, 1 100 000 de personnes. On a estimé, et là on serait assez preneur de mesures autres et plus précises, puisqu'on a estimé à 85% le nombre de ce personnel, de pourcentage de personnel qui prendrait sur place, c'est-à-dire à l'hôpital. Et on arriverait avec ces nombres-là à un nombre annuel de repas de l'ordre de 350 millions par an. Ce qui fait un ratio qui ne veut pas dire grand-chose vu la diversité des tailles des établissements, mais de l'ordre de 750 repas par jour et par site, y compris en comptant le personnel. Ce qui est important de mesurer ici, c'est que c'est 365 jours par an, c'est-à-dire que c'est systématisé. Diapo suivante. Alors, la diversité des établissements, comme on vient de le voir, animation, diversité des statuts des gestionnaires, diversité des organisations techniques de la restauration, et auquel s'ajoute la création de plusieurs menus avec des déclinaisons multiples, des apports iodés, des apports de fibres, des plats protéiques, des plats d'enfants, des textures modifiées, du manger main, etc., etc. On arrive à une énorme, j'ai mis très grande, mais c'est une énorme hétérogénéité des situations technico-administratives de la restauration en hôpital. C'est de très loin le secteur dans lequel la restauration collective est le plus compliqué. Alors, au niveau des statuts et des modes de gestion, le statut public, service public en gestion directe en statut public, c'est de très loin la plus forte proportion rencontrée en matière de gestion.
Donc les trois autres en statut public sont très marginales et en statut privé. Et évidemment, les services avec contrat de gestion sont les plus importants. On n'a pas la proportion, là encore, on serait demandeur de situation et de retour de chiffres et de proportions parce qu'on manque de données dès qu'on parle d'organisation technico-administrative. Le qui fait quoi sous statut public? Là, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement... Alors, j'ai rajouté une colonne gestion directe parce qu'on me demandait comment s'articulait ce que je disais sur les marchés de prestations d'une part et sur la gestion concédée d'autre part. Sur la gestion directe, c'est très facile. L'autorité organisatrice de la restauration est responsable de l'ensemble des actions qui sont listées ici. Dans les marchés de prestations, même chose. La société de restauration est celle qui achète et qui propose les approvisionnements. Et dans le cadre de la loi Egalim, c'est un des moments les plus importants. Et dans la gestion concédée, évidemment, la décision sur les appros, sur l'achat des appros et sur la rendu compte du service, sont importants et c'est la société de restauration qui en est responsable. Le reste des actions, c'est l'autorité organisatrice qui en est toujours responsable vis-à-vis surtout des usagers et en particulier des patients dans le milieu hospitalier. Le statut privé, là, c'est presque plus simple. L'autorité organisatrice de la gestion de la clinique de l'hôpital privé est responsable de l'ensemble, pratiquement, du service de restauration, sauf quand un prestataire privé on est rendu responsable par elle à l'occasion d'un contrat, et en particulier en ce qui concerne les approvisionnements et le rendu compte du service. Vous retrouverez évidemment ces diapos dans l'envoi qui vous sera fait ultérieurement. Voilà la présentation du service. Laurent, je te repasse la main. Merci beaucoup, François. Eh bien, moi, je vais sans plus tarder passer la main à Pauline pour la présentation de la plateforme Ma Cantine. Merci, Laurent. On va faire une petite vidéo de présentation avant de faire la mienne. Vas-y. Ma Cantine, plateforme développée avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ainsi que beta.gouv.fr et la plateforme gouvernementale de référence pour le mieux manger de la crèche à l'EHPAD qui accompagne donc la transition alimentaire de la restauration collective, tous secteurs confondus. Premier objectif de la plateforme, faire comprendre, en tout cas expliciter la loi et ses mesures, et maintenant les lois, puisque la loi climat s'ajoute au pilier de la loi Egalim de 2018. Donc par exemple, vous avez un descriptif exhaustif des labels qui rentrent dans les 50% qui constituent des objectifs. Vous avez également pour chaque mesure phare des outils, des ressources, typiquement des Excel qui vous permettent de savoir où vous en êtes sur ces mesures et sur les objectifs de seuil. Pareil pour tous les piliers de la loi Egalim. Admettons que je suis gestionnaire d'un restaurant collectif, je peux me créer un compte très facilement sur Ma Cantine. Donc quelques champs à remplir. De manière optionnelle également, je peux remplir ma connaissance, en fait, mon niveau entre guillemets de maturité sur la loi. Donc une fois que j'ai créé mon compte, alors j'en ai déjà un, vous vous doutez bien, donc je me connecte, je peux créer un établissement. Donc là j'ai créé par exemple un RIA. Je peux créer un établissement tout seul, admettons si je suis gestionnaire en gestion directe, mais si je suis une cuisine centrale qui livre des satellites ou bien une société de restauration collective qui livre plus d'une dizaine, centaine, milliers de restaurants, je peux également les importer facilement, rapidement pour éviter à avoir à remplir à chaque fois tous les champs d'une cantine. Donc là, voilà quelques champs pareils à remplir sur mon établissement. Et un autre objectif de notre plateforme, c'est pouvoir se positionner sur les mesures de la loi, en fait, savoir où on en est, notamment sur la partie des approvisionnements. Donc là, je peux rentrer des infos, des valeurs, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Une autre
partie de la plateforme, vous le savez peut-être, la loi Egalim requiert une télédéclaration, c'est-à-dire que il faudra remonter ces informations. Alors, on n'est pas encore totalement au clair sur qu'est-ce qui sera à déclarer, mais en tout cas, c'est déjà une option possible aujourd'hui. Donc, un peu comme sur le site des impôts, Ma Cantine sera l'outil de référence, le téléservice, pour remonter ces informations. Donc là, par exemple, je déclare sur l'honneur et je télédéclare mes données. Autre option, et là, ça a plutôt vocation à communiquer, en fait, c'est plutôt pour la transparence de ce qu'il y a dans nos assiettes. On a développé une option de publication des données. Donc là, vous avez l'ensemble des cantines, des restaurants collectifs, encore une fois, tous secteurs confondus, qui ont fait le jeu de cette transparence. Donc vous l'avez vu, depuis mon compte, je peux décider de publier, et donc ça s'affiche sur une page spécifique qui s'appelle Nos cantines, et là, vous avez le détail des démarches et des initiatives et de l'évolution prise par la cantine. On peut également contacter le gérant, donc admettons je suis convive, j'ai envie d'en savoir plus, ou je suis gestionnaire d'un établissement similaire, je peux demander des infos au gestionnaire de ce restaurant. D'autres outils également, on peut, toujours dans une optique de communication, on peut générer une affiche avec les chiffres que l'on a renseigné, qui pourra être imprimé ou bien envoyé par mail ou publié sur le site de la mairie. Autre option, un espace blog et témoignage, donc pareil pour en fait vraiment stimuler et créer une émulation, une communauté d'intérêt et des partages d'expériences. Et vous avez également accès à une documentation qui là, pareil, essaye de manière exhaustive de rassembler tous les guides disponibles sur la loi. Merci Jennifer. Je vais repasser la parole à Pauline. Merci, merci Laurent, merci à Jennifer pour cette présentation. Donc je vais apporter un petit complément sur la plateforme. Donc Ma Cantine, tu peux passer la deuxième, merci. Ma Cantine, donc quels outils nous on vous propose à vous en tant qu'établissement de santé? Donc, vous êtes concernés par la loi climat et résilience, et dans ce cadre-là, nous, on répond à plusieurs besoins par le biais de Ma Cantine. Donc, on vous propose de communiquer avec vos pairs et vos patients, notamment via notre outil de partage, l'outil Nos Cantines, qui vous permet de contacter vos établissements, enfin les établissements qui vous ressemblent, pour partager votre démarche vers une alimentation plus durable. Vous pouvez également établir un premier diagnostic sur les 5 grandes mesures donc, de la loi Egalim. Vous pouvez le faire par l'outil, donc l'outil d'autodiagnostic. Ce premier autodiagnostic, il arrive aussi en complément d'un accompagnement personnalisé qu'on vous propose également sur la plateforme. Vous pouvez également vous outiller avec nos différents outils de segmentation des achats. Donc, on vous propose un tableur Excel qui est donc bien décorrélé de la plateforme, que vous pouvez utiliser pour ventiler et segmenter vos achats dans le cadre de la loi Egalim. On vous propose également un outil de suivi des achats qui est en ligne et qui pourra, lui, vous aider également à remplir votre autodiagnostic. Si vous remplissez ce suivi des achats en ligne, il sera réimpacté directement de votre autodiagnostic. On vous propose également de rester informé sur l'évolution réglementaire et juridique par le biais de notre centre de ressources, de notre newsletter et de notre blog. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à rester au fait des nouvelles informations qui vont arriver. Tu peux mettre la deuxième diapo, merci. Donc, sur Ma Cantine, pour qui? On a 3 entrées et 3 publics. Alors, de ce que j'ai pu voir dans le sondage, on partirait plutôt donc, sur la première entrée, qui est gérer Ma Cantine pour atteindre mes objectifs. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir créer votre compte et accéder directement donc, à toutes les ressources, aux outils et également à l'autodiagnostic.
Le deuxième type de public, en savoir plus sur la cantine que je fréquente, c'est plutôt à destination des familles et de votre patientèle, s'ils souhaitent voir un petit peu où votre établissement en est au niveau de la loi Egalim. Et enfin, troisième entrée, étudier l'évolution de votre territoire. Donc, c'est plutôt à destination des élus et des PAT, afin de voir un petit peu les statistiques régionales du territoire concerné. Tu peux passer la troisième, merci. Ma cantine, concrètement, qui peut s'inscrire en tant qu'établissement hospitalier, toutes les directions d'établissement peuvent s'inscrire sur ma cantine. Donc, tous les directeurs d'établissement, les ingénieurs hospitaliers, les ingénieurs qualité, ainsi que les responsables qualité également. Au niveau des services de restauration, les gestionnaires des achats, les responsables de restauration, les chefs de cuisine et les diététiciens peuvent également s'inscrire. Dans ce cadre-là, il y a souvent double gestionnaire, donc n'oubliez pas de rajouter vos gestionnaires pour gérer vos cantines à plusieurs. Dans ce cadre-là, si vous êtes par exemple en gestion concédée, n'hésitez pas à demander vos informations à votre prestataire pour pouvoir inscrire vos informations dans la plateforme. Tu peux passer la diapo. Concrètement, pourquoi s'inscrire sur ma cantine maintenant? Comme je vous disais, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, donc vous pouvez accéder à des ressources fiables et à jour sur la loi Egalim et la loi Climat et Résilience. On vous propose également des outils dédiés par notamment le suivi des achats et l'autodiagnostic. Vous pouvez faire également un diagnostic donc, sur les 5 grandes mesures de la loi. On vous propose aujourd'hui de bénéficier également d'un accompagnement personnalisé dédié sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. C'est également une plateforme de service public numérique donc, qui a été co-construite par le ministère de l'Agriculture. Et enfin, nous pouvons également vous préparer donc, à la télédéclaration qui sera obligatoire à l'horizon 2023 et qui passera par le biais de ma cantine. Tu peux. Donc, ma cantine, quelles données déclarées? Donc, dans ce cadre-là, il y aura une saisie simplifiée. Donc, sur la période transitoire 2022-2023, la loi Climat et Résilience donc, a rajouté 2 volets, donc les viandes et volailles fraîches ainsi que les produits aquatiques. Vous pourrez donc les déclarer dans ce cadre-là de façon simplifiée sur ce temps donné de 2022-2023. Tu peux passer l'autre. Et enfin, donc sur l'horizon plutôt 2024, on vous proposera de rentrer un petit peu plus dans le détail des catégories de produits. Mais voilà, sur l'horizon, c'est dans un petit moment encore. Tu peux passer. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine d'établissements hospitaliers qui sont présents sur la plateforme. Nous allons vous envoyer le lien d'inscription à ma cantine. Nous allons aussi vous proposer un atelier dédié en fin de webinaire. Je vous en parlerai juste après le sondage. Merci, Pauline. Donc, suite à la présentation du secteur et de cette présentation de la plateforme Ma Cantine, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans la fenêtre Q&R pour qu'on puisse les traiter efficacement. Et maintenant, nous vous invitons à effectivement répondre à ce sondage. Inscription sur Ma Cantine. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous inscrive sur Ma Cantine? À la fin de ce webinaire, vous aurez un moment pour ceux qui souhaitent s'inscrire. Donc, à partir de 15h30, il y aura un moment qui vous sera dédié. Le webinaire sera terminé, mais ceux qui veulent vraiment être accompagnés pour s'inscrire sur cette plateforme pourront le faire. Je ne sais pas si nous avons un taux de réponse suffisamment important. Alors, pour le moment, 60% ont répondu. Bon, écoutez, on va commencer maintenant une série d'interventions et de témoignages et nous avons l'honneur d'ouvrir ce bal de témoignages terrain avec Frédéric Descrozaille, député, et surtout, Monsieur Descrozaille, vous avez été initiateur de la démarche Repas à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Je mets fin au vote. Hein. Oui, on regardera après. Merci beaucoup, Laurent. La première chose que je voudrais dire, c'est que je suis très heureux d'avoir été invité. Donc, merci pour l'invitation et très heureux de participer à ce webinaire avec vous.
Puis je retrouve quelques visages amis, donc c'est vraiment un plaisir. Je vais essayer de ne pas être trop long, et Laurent, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. J'essaie d'être bref, mais il ne faut vraiment pas hésiter, on se connaît, si je suis trop long. Il y a juste 3 points moi, sur lesquels je souhaitais insister pour dire un mot de ce qu'a été Repas à l'hôpital, en ayant réfléchi à ce qui me semblait pouvoir être le plus utile. Le premier point, il vient d'en être beaucoup question, c'est la loi et son application. En fait, donc il y a eu effectivement loi Egalim en 2018. Alors on est revenu sur la partie rémunération des agriculteurs en fin de mandature. Mais restons-en sur le titre qui concernait les repas et les obligations légales qui s'appliquent à la restauration collective. L'esprit de la loi, c'est de monter en gamme, d'accompagner la transition agroécologique. On n'a pas pu écrire dans la loi de favoriser les produits locaux, c'est quand même bien aussi l'idée, pour lutter contre le moins-disant en termes de prix venant d'à peu près partout. Cette loi peut très bien être appliquée, enfin, c'est-à-dire que les objectifs légaux soient atteints, sans que dans l'esprit, en fait, elle le soit concrètement. Je vous donne un exemple. Si on peut avoir un acheteur qui va faire un effort, qui va être libéré par sa direction pour cesser de tirer les prix par le bas, une production de qualité, donc des repas qui sont complètement conformes, sortent de la production de la cuisine autogérée dans un établissement de santé parfaitement conforme à la loi, et puis dans le service, quelque chose qui va faire que cet effort va être gâché. Je donne des exemples que j'ai découverts avec Repas à l'hôpital. Si le repas est servi à 18h à quelqu'un qui est en hôpital le jour, prend jamais de dîner avant 21h, qui n'a donc juste pas faim, bah c'est gâché. Même chose, si le repas est commandé pour le déjeuner, sachant qu'il est prévu qu'il départe en fin de matinée, mais on ne sait pas trop, donc le repas est commandé, puis vous avez un patient qui quitte l'hôpital à 11h30 ou à midi, qui n'a pas faim non plus à ce moment-là, et le repas est gâché. Donc en fait, l'application de la loi a au moins autant d'importance que la loi elle-même. Et Repas à l'hôpital a porté exactement là-dessus. C'est de dire comment est-ce qu'on accompagne cette loi, typiquement dans les établissements de santé en restauration collective. Et ça a démarré à l'occasion d'un repas, ça ne s'invente pas, avec le président actuel d'Interfel, Interprofession des fruits et légumes frais, et à l'époque le président de Restocco. Et je vous dis juste un tout petit mot de la façon dont ça s'est passé, parce que c'est un point qui est extrêmement important pour tous les participants à ce webinaire professionnels de ces filières alimentation. C'est que c'est vraiment grâce à quelques acteurs qui se sont emparés du sujet en prenant quelque part le risque de se tromper ou de faire un effort qui serait gaspillé. C'est-à-dire cette partie expérimentale, moi je n'en ai été que l'initiateur, je n'ai fait que porter le truc politiquement, mais pour faire court, après avoir vérifié qu'il y avait le soutien de Matignon et de l'Élysée au contact du ministère de la Santé, alors ce n'était pas Raphaël à l'époque, mais moi j'ai fait la connaissance d'acteurs extraordinaires à la DGOS. C'est vraiment grâce à la DGOS que le coup est parti. C'est-à-dire qu'il y avait juste un acteur politique qui disait, ben voilà, expérimentons. L'idée était de dire, ça ne coûtera pas beaucoup plus cher d'acheter des produits plus chers et de monter en gamme si on parvient à lutter contre le gaspillage alimentaire et accessoirement à baisser les achats de compléments nutritionnels oraux. C'était un peu ça l'hypothèse, à tester de manière méthodique en fait, sachant qu'en plus on s'adresse à un milieu scientifique. Ben, la DGOS s'en est emparée en disant oui, il faut tester le truc. Donc, ce repas à l'hôpital, ça a juste été le fait de créer un comité de pilotage dans lequel il y avait vraiment tous les acteurs de la santé. D'ailleurs, le fait d'avoir tous les acteurs, je pense que ça sera dit par d'autres intervenants, c'était un point de méthode absolument, un principe fondamental de la conduite du projet. Il faut que ce soit pluridisciplinaire, que tous les intervenants soient présents sur la conduite de l'expérimentation dans l'établissement, de l'acheteur aux aides-soignants, en passant par les diètes, les ingénieurs restauration, les médecins de l'hôpital, etc. Et donc, c'est grâce à la DGOS que le truc a été possible. Et donc, il y a eu un appel à candidature, 40 établissements ont candidaté, il y en a 3 qui ont été retenus pour que ça soit moins de 700 lits, 700 000 lits, plus de 1000 lits, et 8 expérimentations. Et moi, je suis encore impressionné, parce que franchement, ça a été un choc de me rendre compte qu'en pleine crise sanitaire, ça a continué. Moi, je pensais que c'était foutu avec le premier confinement, et non. Dans les 3 établissements, dont Douai, Paris-Monial et puis le groupement 5 de la PHP, eh ben, les acteurs, en fait, ont continué, et les témoignages en fin de parcours, à la fin de l'expérimentation, sont assez extraordinaires à lire, parce qu'on a des équipes qui font part du sens que ça a redonné à leur métier, à leur journée, et de la fierté qu'ils ont eu à produire. Donc, cette expérimentation qui est concluante, qui permet donc de vérifier qu'en effet, on peut renouveler jusqu'à 40% de l'offre alimentaire, mieux l'adapter à l'usager, qui est remis au centre. C'est-à-dire que tout le projet consiste à faire du repas une partie intégrante de l'offre de soins.
D'ailleurs, la signature du projet, c'est manger mieux, guérissez plus vite. On lutte jusqu'à 35% de moins de gaspillage alimentaire en moins, et on économise plus d'1 € par plateau, notamment par la baisse des compléments nutritionnels oraux. Donc, c'est concluant. Donc, à ce stade, il s'agit de le déployer sur l'ensemble des établissements de santé. Là, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on va voir avec le prochain gouvernement. On va effectivement le développer avec tous nos intervenants. Voilà. Et personnellement, je pense que c'est un modèle d'accompagnement. Vous voyez bien, c'est quelque chose qui ne fait que concrétiser une loi. Parce que, je terminerai juste là-dessus, Laurent, en France, on est des champions pour ça. Si on fait la loi Egalim et qu'elle n'est pas accompagnée et qu'on se rend compte qu'on ne baisse pas le gaspillage alimentaire dans les hôpitaux, qu'est-ce qui va se passer? On va faire une autre loi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et on en fait 10 fois trop des lois. Donc, si on en fait une et qu'elle est à peu près bien pensée dans ses objectifs et qu'en plus, elle a mis à peu près tout le monde d'accord, il est beaucoup plus important de veiller à la façon dont elle va être appliquée concrètement que de se demander, au bout de quelques années, si au Parlement, on ne va pas encore déposer 3000 amendements sur un projet de loi qui va la compléter. Donc, je terminerai juste là-dessus, puisque pour moi, c'est extrêmement important en termes d'action publique, et je pense que ça peut inspirer d'autres actions sur le même modèle. Je pense en particulier à ce qui pourrait être fait dans la restauration scolaire, par exemple. Voilà, je m'arrête là. Merci vraiment beaucoup pour ce témoignage très important. Vous l'avez entendu. Et donc, nous avons évoqué la Direction générale de l'offre de soins, c'est-à-dire la DGOS. Donc, nous avons le représentant, Raphaël Roineau, qui va nous évoquer son point de vue de cette démarche par rapport à l'expérimentation repas à l'hôpital. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis un peu ennuyé pour en parler parce que c'est vrai que j'étais là sur le tas. Pour autant, je peux témoigner d'une partie du sujet en termes de portage institutionnel parce qu'effectivement, il y a un volet terrain qui est fondamental et ça sera probablement développé. L'action transverse entre les différents acteurs de la restauration, des médecins est fondamentale pour la réussite du projet. Mais effectivement, je peux témoigner par contre du volet institutionnel et le fait qu'il y a eu réellement un enthousiasme, je dirais dès le début et plus récemment, bien sûr, sur ce sujet. Je crois que de manière générale, ce qui est bien compris, c'est que finalement, on était à la croisée des chemins, je dirais en gros, pendant la crise. C'est ce qui fait probablement que ça ne s'est pas tari comme projet. Et donc aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que finalement ça prenne de l'ampleur. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que d'emblée, au plus haut niveau du ministère, que ce soit la Direction générale de l'offre de soins ou du cabinet, puisque évidemment il y a eu régulièrement des discussions. Enfin, François de Crozaille l'a dit au départ. Nous, on a eu une demande d'action et en fait, bon, on n'était pas du tout porteur du sujet, mais ce que je peux témoigner, c'est que c'est typiquement le cas où une politique publique peut aboutir à des choses concrètes sur le terrain. Donc ça, c'est un premier point. Donc, une volonté institutionnelle très forte. Ce que je peux dire en termes de recul par rapport à la conduite du projet, c'est que il y a bien sûr les acteurs de terrain, mais le déploiement, l'accompagnement mérite une gestion de projet qui est quand même structurée. Donc, il y avait, d'ailleurs, je peux en parler aujourd'hui parce que M. Girard était à la manœuvre aujourd'hui avec les gens de Restoco. Donc, l'aspect conduite de projet est assez fondamental. Le fait d'avoir à la fois l'expertise et la technique de conduite de projet, parce qu'évidemment, il faut gérer le temps qui passe. La difficulté avec des hospitaliers, c'est que, évidemment, les activités opérationnelles courent en permanence. Il faut mener de front à la fois le quotidien et ce projet de transformation, parce que c'est quand même un projet de transformation. Il y a un avant et un après, clairement. Donc, je voulais simplement insister là-dessus, évidemment, sur l'aspect expertise des différentes propositions, des offres. Je ne peux pas en parler, hein. Mais en tout cas, je peux témoigner le fait que dès lors qu'il y a une volonté très forte au niveau institutionnel, même si clairement celui qui a été à la manœuvre depuis le début, c'est Frédéric de Crozaille, bien entendu. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir clairement un relais institutionnel extrêmement fort et finalement, avec au prix de ressources relativement limitées quand même, il peut y avoir une transformation assez profonde du terrain, puisque, comme ça a été dit, finalement, les différentes offres qui ont été proposées couvrent quasiment 40% de l'offre de la restauration. C'est quand même énorme.
avec des résultats assez époustouflants. J'imagine que ça sera redit tout à l'heure, à la fois en termes de dénutrition, en termes de satisfaction des patients, bien entendu. Et puis, cerise sur le gâteau quand même, au prix finalement d'une neutralité financière, ce qui n'est quand même pas rien. Donc, ce qui contribue d'ailleurs en partie à traiter le sujet Egalim. Hein. Donc, c'est vraiment… Bon, ce n'était absolument pas la cible, hein, pour être très clair, ce n'était absolument pas la cible, mais quand on fait le bilan au final, il y a quand même une neutralité financière, et même si ce n'est pas la seule préoccupation des directeurs d'hôpitaux, disons, il y a toujours une petite musique qui est de ce côté-là. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il est possible, avec une volonté très forte, de mobiliser une structure de projet et arriver à susciter l'adhésion des hospitaliers, qui demandent que ça, parce que la motivation profonde, c'est quand même le service du patient. Tout le monde sait bien qu'en termes de satisfaction, le compte n'était pas vraiment. Tout le monde sait bien qu'il y avait, d'ailleurs, il y a encore quasiment 30% de gens qui sortent de l'hôpital dénutris, c'est quand même navrant. Et donc maintenant, on sait qu'il y a des solutions. Merci. Donc l'idée, c'est d'essaimer. Et même si évidemment on est aujourd'hui en termes d'organisation ministérielle un peu au milieu du gué, comme vous le savez, en tout cas avant le départ du cabinet, il y avait une volonté extrêmement forte et on ne doute pas une seconde qu'elle subsiste dans quelques semaines. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage et puis surtout cet espoir que cette expérimentation soit développée par la suite. Maintenant, nous allons effectivement passer à des acteurs de terrain. En fait, Didier Girard, qui a encadré ces expérimentations dans les 3 lieux en France, et Isabelle Lagoutte, qui était l'ingénieur de restauration hospitalière dans une de ces structures. Didier Girard, vous avez la parole. Merci Laurent. Écoutez, merci de nous donner la parole aujourd'hui pour donner un compte-rendu assez synthétique. Alors, je n'ai pas le diaporama à vous présenter qui donne la vision globale et transversale de l'ensemble des expérimentations et des indicateurs et des résultats, mais puisqu'on a peu de temps on n'a pas une demi-heure chacun pour exprimer le projet, je vais donner quand même un certain nombre d'indications. Premièrement, les établissements qui se sont inscrits ont d'abord constitué un groupe pilote et un groupe pluridisciplinaire avec un référent qui nous paraissait important, c'est que dans chaque établissement, qu'il soit différent à Paris, à la PHP Centre, à Cochin, à Necker ou à Paris-le-Monial, les hôpitaux brionnais ou à l'hôpital de Douai, un groupe référent, un groupe pluridisciplinaire pour mettre en place une conduite de projet. Ce travail ne peut pas se faire sans une conduite de projet, c'est-à-dire le bilan de l'existant et en fixant des objectifs précis de travail. Ensuite, chaque expérimentation devait avoir un plan d'action avec des étapes où chaque étape était prise en compte par les professionnels. L'étape peut être concerner le médecin, ça peut concerner le diététicien, l'ingénieur, le cuisinier, le magasinier, l'informaticien, le directeur, le financier, le service des travaux. Un plan d'action avec des étapes précises, avec un début et une fin, des indicateurs de suivi en amont, en aval, pendant le projet qui paraissait important. Et ce projet a duré de 2018 à 2021 avec la crise sanitaire au milieu. Donc, comme l'a pu le dire Frédéric Desgrosailles, pendant cette période de Covid, nous avons continué le travail en visio avec très peu de déplacements, mais les plans d'action étaient prêts, donc nous avons pu continuer avec les référents des établissements le travail qui a été mené. Donc, nous avons décidé que nous mènerons 6 expérimentations plus 2. Donc, les 6 expérimentations, la première était alors, on n'était pas là pour changer toute l'organisation de la restauration, mais pour prendre des éléments de la restauration pour faire des nouvelles propositions. On n'était pas là pour changer l'ensemble des profils alimentaires, mais seulement pour proposer des nouvelles pistes de travail sur l'alimentation, dont une qui était pour les urgences, l'hôpital ambulatoire, l'hôpital de jour, supprimer les plateaux repas et proposer une carte restauration comme au restaurant, c'est-à-dire qu'on pouvait supprimer 3-4% de la production et proposer dans ces unités de court séjour ou de passage court simplement une carte comme au restaurant et proposer des produits de la loi Egalim dans cette carte fixe d'une quinzaine de produits avec une boisson, et ce qui permettait de supprimer surtout la production de plateaux repas qui a été distribuée et surtout supprimer l'investissement de matériel dans les offices
puisque lorsqu'on met des cartes restauration, on supprime un investissement de 15 000 € par office concernant cette restauration. Deuxième expérimentation, nous étions sur le panier repas précisant que quand un patient quitte à 11 heures, en SSR, par exemple en soins de suite et rééducation, il s'en va à 11 heures ou à midi et souvent le plateau repas était livré et malheureusement il n'était pas consommé ou il était jeté. Donc il faut en amont supprimer ces 3%, souvent à l'hôpital, de plateau repas produits, livrés et non consommés, et proposer un petit panier pour que le résident, quand il rentre chez lui, il puisse se restaurer avant d'aller faire ses premiers achats ou être accompagné par sa famille. Donc, c'était le petit panier, Isabelle pourra en parler, qu'ils l'ont appelé le petit panier pouce. Et là, on peut quand même mettre des produits de qualité ou des produits conventionnels, mais on peut réduire aussi largement le gaspillage alimentaire. Le troisième expérimentation était sur la mise en place d'un restaurant pour des patients autonomes, donc une demande du CNA que nous avons repris et que nous avons travaillé concrètement en plan d'action, c'est-à-dire avec des travaux, la peinture, l'environnement, le mobilier, le matériel, et construire un restaurant dans l'hôpital de Douai, donc un restaurant où les patients peuvent se déplacer. Et quand le patient se déplace, il est beaucoup plus acteur de son choix alimentaire, donc il ne mange plus dans sa chambre. Et là, il y a un gros travail de soignants pour savoir qui sur 30 lits, qui va quitter la chambre pour aller déjeuner. Et à Paray-le-Monial, Isabelle pourra en parler, c'était le choix de créer un espace dans le restaurant du personnel. Et c'est dans le restaurant du personnel que nous accueillons, où on peut accueillir les patients qui se déplacent. Mais là, il y a un gros travail pluridisciplinaire avec les médecins, infirmiers, cadres soignants, diététiciens sur ce gros travail. Didier, et puis, excuse-moi Didier, je vais te demander d'accélérer parce que je sais qu'il y a toutes les expérimentations. J'y arrive, voilà. Ok. Après, on avait l'expérimentation qui était sur le service hôtelier en soins palliatifs, plus de l'hôtellerie, plus de l'accompagnement vers les familles sur l'alimentation en soins palliatifs, l'alimentation manger-main pour les résidents et les patients qui avaient des problèmes cognitifs, donc un travail important entre diététiciens, cuisiniers sur l'alimentation manger-main. Un travail important pour une expérimentation qui était très attendue, c'est celle sur l'alimentation en EHPAD, le dîner à 3 composants. De 5 composants, on passe à 3 composants. Et là, on peut modifier entre 15 et 20% de la production de cuisine pour le dîner, en mettant plus d'alimentation fait maison, des potages enrichis, des entremets enrichis. Et là, on supprime surtout le coût important des CNO sur les plateaux. Et puis, là, on a fait les 2 expérimentations complètes. C'était des déjeuners qualité pour observer la restauration concrètement autour d'une table, et puis l'expérimentation sur la loi Egalim avec des outils d'enregistrement de valeur, comme vous avez pu le démontrer dans l'outil Ma Cantine, et puis une grosse formation à la communication pour savoir comment on communique cette loi, ce travail auprès des soignants, auprès des familles et auprès de la direction. Donc l'ensemble de ces expérimentations ont été traduites dans un rapport et dans des fiches méthodologiques qui permettent aux établissements d'avoir la méthode en groupe de travail pluridisciplinaire pour mettre en place l'ensemble de ce projet. Donc, je tiens à le redire, on peut avoir des actions sur entre 30 et 40% de la production de cuisine dans des modifications en intégrant les produits de la loi Egalim, la diminution des CNO, la prise en charge de la nutrition, c'est-à-dire réduire la dénutrition, et puis un gros travail de groupe qui peut être tout à fait passionnant et qui permet quand même d'améliorer l'alimentation des patients et des résidents. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup Didier. J'en profite pour très rapidement, on a une question de Madame Rossi qui nous a rejoint. Est-ce que les médecins valident en fait toutes ces expérimentations, toutes ces démarches? Alors, il faut savoir quand même que dans les établissements, les médecins étaient invités dès le départ en tant que président de clan. Il y avait les comités liaison alimentation-nutrition. Donc, c'est vrai que les médecins ont été en relais. Certains présidents de CME, les commissions médicales étaient présentes dans les groupes de travail. Certains se sont déplacés par moment quand ils pouvaient, mais ont toujours été informés des comptes rendus. Et il y a eu des étapes intermédiaires pour qu'ils soient informés et qu'ils étaient toujours invités à nos réunions et dont certains ont pu participer. Une autre question, parce que ça me semble important. En fait, tu as parlé d'une présentation. Cette présentation, est-ce qu'elle pourrait être disponible et est-ce qu'il y a des fiches qui sont pédagogiques qui sont disponibles? Je rappelle quand même à tous les participants, puisque certaines personnes nous rejoignent encore maintenant, s'il vous plaît, posez vos questions dans la fenêtre Q&R. Ça nous permet de les traiter
peut-être pas tout de suite, mais aussi par la suite. Didier, dernière intervention très rapide. Alors moi, ce que je demanderais, c'est qu'on puisse mettre à votre disposition pour l'instant la présentation du diaporama qui vous donnera la vision globale et transversale du projet. Et je pense qu'il faut attendre maintenant la DGOS qui doit prendre la main sur savoir comment l'organisation va être proposée aux établissements de santé pour l'essaimage. À un moment donné, on ne peut pas mettre les fiches méthodo comme ça un beau matin à 9 h à tout le monde en place en disant ce n'est pas une fiche recto verso de la méthodologie, mais je pense que derrière, il faut quand même une organisation proposée aux établissements hospitaliers. Bon, nous avons un peu de retard. Isabelle, c'est moi qui vous appelle. Je vous passe la parole pour l'expérience terrain. Donc, comment vous avez vécu cette expérimentation, donc le repas à l'hôpital? Alors, bonjour à tous. Écoutez, c'est une expérimentation auquel on a candidaté de manière volontaire. On est ravis d'avoir été sélectionnés parmi les autres établissements. On a vécu ça avec beaucoup de volonté. Effectivement, la construction du groupe projet au départ était importante parce qu'il nous fallait un petit peu tous les corps de métier qui interagissent au sein d'un établissement hospitalier, de façon à avoir une uniformité de réponse et un accord médical, parce que effectivement, on ne peut pas faire grand-chose sans l'accord des médecins au sein d'un établissement hospitalier. Et ils ont pour partie été tout à fait volontaires. On a la chance d'avoir une urgentiste qui est aussi nutritionniste, qui fait partie du groupe projet de départ, qui était tout de suite partante pour candidater à ce projet-là, qui du coup nous a permis par son biais à elle de mobiliser le reste de ses collègues qui se sont investis dans chacune des expérimentations qui les intéressaient. Et à partir de ce moment-là, ça a été plus facile pour certaines expérimentations qui étaient quelque chose d'évident pour chacun, un peu plus difficile pour d'autres, mais notamment, tout à l'heure, Didier parlait du repas pouce, alors le panier de sortie avant 11 h, qui effectivement, on a nommé repas pouce au sein du CH de Paray. Les médecins n'étaient pas très partants au départ, mais à force de persuasion, de discussion, et puis à la mise en place de cette expérimentation, ils se sont rendus compte que l'intérêt premier pour eux, c'était un départ anticipé du patient, qui était plutôt satisfait parce que finalement, il partait avec son petit pique-nique, ce qui lui permettait d'éviter la charge du supermarché en sortant de l'hôpital. Et l'intérêt, c'est que ça donne plus de flexibilité aux aides-soignants, aux ASH pour nettoyer et désinfecter la chambre et accueillir le patient de l'après-midi plus tôt, ce qui permet un démarrage des soins plus rapide. Et du coup, ça gagne des journées d'hospitalisation et forcément des revenus in fine et une prise en charge meilleure pour le patient. En fait, l'évolution, elle a été différente en fonction d'un petit peu des sujets abordés. Ça a généré des échanges pluridisciplinaires que chacun n'imaginait pas. C'est-à-dire que les agents de restauration ont appris du fonctionnement des soignants et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire, on est plus petits établissements des trois à avoir participé à ce projet-là. On se connaît plus, c'est plus facile, on se croise plus souvent, etc. Mais chacun méconnaît le travail de l'autre. Et ce qui ressort, c'est pour le personnel de la restauration, si on doit commencer par eux, ils ont aimé participer à ça, ils étaient volontaires, ils ont été gratifiés et très contents du résultat et d'avoir pu mener ensemble les 8 expérimentations dans leur totalité. Et puis côté soignant, ils ont plus découvert aussi le monde de la cuisine qui pour eux est un monde aseptisé, on doit s'habiller pour rentrer, on est un petit peu à l'écart de l'établissement, c'est un domaine, on ne sait pas bien s'il y a des cuisiniers, si on reçoit des repas tout prêts, etc. Ça leur a montré qu'effectivement il y a des vrais cuisiniers au sein des établissements, on cuisine des vrais produits, on a un attachement fort à la qualité de ce que l'on sert. Alors nous, c'est une démarche qu'on a depuis des années, on est dans une localité plutôt rurale, on est très attaché. On a moins d'uniformité alimentaire, on a une uniformité alimentaire qui est plus restrictive que sur le groupe 5 à la PHP, où l'hétérogénéité des habitudes alimentaires génère un peu plus d'adaptation. Nous, on est plus uniforme, mais on met un point d'honneur à avoir des produits de qualité et de proximité. Tout ça nous a permis, et puis le mouvement, l'ensemble de cette démarche, et les gens ont plutôt été contents. Et effectivement, le fait de mener à bout
l'ensemble des expérimentations, malgré un contexte sanitaire qui ne nous a pas forcément facilité la tâche, les gens ne le croyaient pas forcément, même interne établissement. On a tous pensé à un moment ou à un autre que ça allait être difficile de reprendre et de poursuivre, et cependant, on a quand même tenu. Et ça, c'est grâce à la collaboration de chacun. Merci beaucoup Isabelle Lagoutte donc, pour ce témoignage et on voit bien en fait le succès de cette expérimentation. Hélas que dans 3 établissements, mais bientôt on voit bien le souhait non seulement de l'Assemblée nationale avec la parole de Frédéric Descrozaille et de l'institution hospitalière de la santé, donc de la DGOS, qu'il faut continuer cette opération. Frédérica, tu souhaitais répondre à une question. Oui, je ne sais pas si c'était pas forcément tout de suite, mais ah d'accord, ok. Donc alors non, alors on va continuer voilà, parce qu'on a une question de timing. Voilà. Donc je vais passer tout de suite. Alors vous allez voir que donc il y a l'expérimentation repas à l'hôpital, mais l'implication quand même des professionnels de la restauration collective et entre autres des diététiciens par rapport à la loi Egalim est assez importante et je passe la parole à Isabelle Parmentier, donc de l'association AFDN et l'autre association SFNCM. Oui, je vais y arriver. Voilà. Merci beaucoup Isabelle, tu as la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, bien sûr, comme tu le disais, Laurent, nous sommes les diététiciens engagés aux côtés de la restauration collective et tous les professionnels de la restauration collective pour l'alimentation, particulièrement à l'hôpital, où cette alimentation prend une dimension thérapeutique, puisqu'elle contribue souvent au maintien dans le meilleur état de santé possible des patients qu'on accueille. La loi Egalim, nous l'accompagnons puisqu'elle contribue à une alimentation meilleure pour la santé humaine de façon générale et on ne peut être que d'accord. Sur le volet, par exemple, la loi Egalim, on voit un petit peu tout l'intérêt qu'elle a, la baisse des pesticides. On sait quand même que pour les populations, les enfants, c'est très, très important. Et donc, nous travaillons aussi particulièrement sur le volet gaspillage alimentaire, en complément de tout ce que Didier vient de dire, ce qu'on valide bien sûr. Et nous avons donc, avec la société qui regroupe la majorité des médecins nutritionnistes en France, retravaillé sur les régimes, ces fameux régimes à l'hôpital qui sont compliqués. Et on a fait une revue scientifique, ce qui nous a permis de préconiser quand même une simplification de toute cette carte des régimes. Et on est en train de mettre en œuvre des fiches pratiques qui aideront les établissements, un peu sur le modèle par des expérimentations aussi, pour aider les établissements, notamment dans les endroits plus petits, quand on est dans des gros centres, c'est quelquefois plus facile à mettre en œuvre et à simplifier. Donc, je donne un exemple. Par exemple, ce qu'on préconise, c'est qu'il n'y ait plus d'alimentation diabétique à l'hôpital, mais qu'on serve un standard à tout le monde. Et ça va forcément contribuer à une diminution des lignes de production et une lutte contre le gaspillage alimentaire. Merci beaucoup Isabelle. Alors ce guide, il sera disponible à peu près à quel moment ? Alors les recommandations sont disponibles déjà sur nos deux sites d'association. Il faudrait que je les mette sur le lien de Restoco aussi. Et les fiches pratiques, elles sont au dernier niveau de relecture et on va en publier 7 durant l'été. Merci beaucoup Isabelle. Alors maintenant, nous allons passer la parole à Christophe Marie. Alors Christophe, maintenant, tu es en charge d'une nouvelle mission qui a été mise en place par l'ARS PACA et donc on aimerait bien avoir ton témoignage sur cette mission. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Laurent. Alors, je suis ingénieur en chef de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille en charge du suivi de l'application de la loi Egalim élargie. J'ai été auparavant le responsable restauration, puis le responsable logistique de l'AP-HM. Alors, je dis volontairement Egalim élargi, car depuis octobre 2018, sont venus renforcer la loi Egalim, des lois telles que AGEC ou Climat et Résilience, ainsi qu'un certain nombre de décrets ou d'accords comme le Ségur de la santé. J'ai également une casquette associative car je suis administrateur et délégué du réseau Restoco, le réseau de la restauration collective autogérée pour les régions PACA et Corse. Alors je vais donc vous parler rapidement de ce qui a été mis en place en collaboration avec M. Franck Griot de l'ARS PACA et M. Pierre-Noël Canitro, Madame Pascale Suisse de la DRAF PACA, suite au CRALIM en novembre 2021, le CRALIM qui est le comité régional de l'alimentation qui est piloté par le préfet de région.
À ce CRALIM, je représentais le réseau Restoco et la DRAF PACA a présenté un point de l'avancée des différents volets de la loi EGalim et plus précisément sur le volet achat de produits de qualité, les fameux 50%, dont 20% de produits bio, dont tout le monde parle ou a entendu parler. Les éléments collectés à l'époque et présentés par la DRAF PACA établissaient par exemple que pour les hôpitaux publics, on était à 1 ou 2% en achat hors taxes alimentaires de produits de qualité, donc très loin des objectifs prévus. Et ces chiffres annoncés au préfet étaient assez éloignés des attendus. Et c'est donc à la suite de ce CRALIM que le préfet a souhaité interpeller la direction générale de l'Agence régionale de santé PACA, qui a donc, en collaboration avec la DRAF, mis en place un groupe de travail et s'est associé à un référent régional EGalim, qui est un ingénieur restauration, en l'occurrence moi-même, sur ce coup-là. Ce groupe de travail a mis en place une feuille de route qui définit une méthodologie et un échéancier afin de pouvoir présenter au prochain CRALIM en fin 2022 des résultats plus proches des attendus, ainsi qu'au prochain comité achat régional PACA qui est piloté par l'ARS. Nous avons donc construit un questionnaire qui va être adressé à l'ensemble des établissements publics de santé, des établissements publics médico-sociaux de la région PACA, qui va permettre de réaliser un diagnostic, une photographie de ce début d'année 2022 dans un premier temps. Puis, dans un deuxième temps, nous allons réunir des professionnels. Nous allons constituer un groupe de travail, des professionnels issus de tous les secteurs de la santé, en lien avec la restauration. Nous allons également interviewer des acteurs tels que des fournisseurs, des fabricants, des équipementiers, des experts, des cabinets d'études, etc., afin de produire des préconisations. L'idée finale étant de présenter au prochain CRALIM en fin 2022, donc grâce au levier essentiel de la restauration collective hospitalière, des éléments concrets basés sur une enquête fiable et de rédiger pour la fin de l'année un rapport global qui sera remis à l'ARS, aux autres autorités de santé si nécessaire et bien évidemment à la DRAF PACA. Voilà globalement ce que je peux vous dire sur cette mission. Donc, en fait, Christophe, merci beaucoup. Tu vas être sur haute surveillance parce que c'est une expérimentation intéressante qui, je pense, peut apporter beaucoup à d'autres ARS et CRALIM régionaux. Je sais que d'autres personnes ici présentes à ce webinaire représentent d'autres ARS. Donc, voilà, le message est passé. Maintenant, donc, je vais passer la parole à Julien Fabreau, responsable de restauration au CHRU de Nancy. Vous êtes aussi membre de l'UDIR, l'association des ingénieurs de restauration hospitalière, et nous avions souhaité votre témoignage parce que nous avions souligné la qualité alimentaire servie dans ce CHRU et particulièrement en lien avec des achats qui sont de grande qualité dans un établissement hospitalier. Julien, vous avez la parole. Ah, Julien. Voilà. Julien, oui, alors je disais tout le mal que je pensais de vous avec cette qualité alimentaire, cette qualité des achats, et nous vous attendions donc sur votre témoignage et cette démarche très valeureuse que vous avez fait pour améliorer l'alimentation dans votre établissement. Julien, je vous passe la parole. Oui, merci, excusez-moi, j'ai eu un petit souci de connexion. Donc, effectivement, sur le CHU de Nancy, on a travaillé depuis maintenant quelques années sur le lien achat et restauration. Donc, depuis 2014, on a mis en place un acheteur restauration donc qui est spécialisé à la base sur la partie alimentaire et qui maintenant intervient aussi sur l'ensemble des segments, que ce soit contenant, maintenance ou matériel. On a quelque chose qui est assez intéressant dans le sens où on a dès le départ défini des axes de travail qui permettaient d'avoir une montée en compétences sur les outils de l'achat public et puis en parallèle de développer des filières locales d'approvisionnement dans le but à un moment donné d'avoir une stratégie à moyen et à long terme vis-à-vis des centrales nationales
puisqu'on était historiquement très liés avec l'UniAchat. Et puis, on voulait en parallèle développer ces filières d'appro locales. Donc, l'idée, c'était voilà, de pouvoir avoir un outil, un levier pour pouvoir développer ces produits et en même temps être un peu sécure aussi dans les approvisionnements, puisque le rôle aussi de l'acheteur, ça va être à un moment donné d'avoir un sourcing et un référencement matière et fournisseurs qui permet de s'assurer de la sécurité des approvisionnements pour éviter les problématiques qu'on peut avoir en termes de rupture d'approvisionnement. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a une proximité avec le process de restauration, notamment sur le secteur approvisionnement et le secteur production, qui permettent, pendant l'exécution des marchés, d'avoir à un moment donné du retour sur les niveaux de prestation, les produits, et d'avoir en fait, une espèce de boucle vertueuse pour les marchés, puisque au fur et à mesure, en fait, on a une correction et potentiellement aussi des révisions sur les critères d'attribution qui permettent d'avoir une montée en gamme sur les produits et également de faire progresser nos fournisseurs au travers de partenariats avec l'établissement. Le rôle de l'acheteur, c'est également d'identifier des produits psycho, de mettre des tests, de faire des tests en production, et puis de travailler sur le référencement et la mise en marché de ces produits. Et puis, donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, avec aussi la mise en perspective des produits qui sont basculables, on va dire, d'un produit conventionnel vers un produit, que ce soit un produit bio ou un produit de qualité. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a une cohérence en fait entre les discours achat et exploitation, notamment sur les besoins en évolution de budget par rapport à l'intégration de produits ou en ce moment, ce qu'on peut connaître aussi sur les tendances d'évolution des prix des matières premières qui sont quand même assez compliquées. Là, ça permet d'avoir en fait au niveau de la direction un discours qui est cohérent avec à la fois les tendances fournisseurs et également les impacts en termes d'exploitation et de budget. Et puis aujourd'hui, on est également, ça nous permet d'exporter un petit peu en dehors de l'établissement ce fonctionnement, puisque progressivement, on est amené à piloter des procédures régionales sur l'ensemble des marchés frais et ultra frais depuis quelques années maintenant, et puis là, plus récemment, sur tout ce qui est emballage, produits réemployables ou usage unique, et puis également tout ce qui touche aux produits hôteliers, à la maintenance au matériel. Donc on est sur un modèle qui fonctionne plutôt bien, donc avec d'un côté l'expert technique qui est plutôt la restauration, et puis de l'autre côté le versant achat qui permet de transposer ces besoins techniques en solutions d'achat et de référencement de produits. Julien, merci beaucoup pour ce témoignage. On comprend bien l'importance du couple acheteur et responsable de la restauration. Est-ce que par rapport aux objectifs de la loi Egalim, vous en êtes où? Est-ce que vous avez étudié ces pourcentages? On était à fin 2021 à 16% de FIFO, dont 4% de bio, et là on a une perspective d'être autour de 21-22% de FIFO à fin 2022 avec 6 à 7% de produits bio. Encore bravo pour ce que vous faites et puis ce témoignage. Julien, vous êtes membre, je disais tout à l'heure, de l'UDIR, l'Association des ingénieurs de restauration hospitalière. Donc, on remercie aussi la participation de tous ces membres de l'UDIR. Maintenant, nous allons passer aux questions. Frédérica, je te passe la parole. Oui, merci. Alors, merci déjà à tous les intervenants. Alors, on a relevé quelques questions, des questions sur lesquelles vous avez eu des réponses en direct, d'autres où on répondra lors d'une lettre letter par la suite. Quand même des questions qui reviennent sur les produits locaux, comment est-ce qu'on peut intégrer des produits locaux, etc. Donc, alors plusieurs réponses. Alors, vous savez que le Code de la commande publique ne permet pas de faire mention directement de l'origine locale. Et c'est pour ça que les produits locaux n'ont pas été intégrés en tant que tels dans la loi. Enfin, en partie, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été intégrés dans la loi. Et puis aussi parce que
tout produit local n'est pas forcément un produit aussi durable. Hein. Il y a quand même cette notion quand même de durabilité et de qualité qui est attachée au produit. Mais en effet, un produit local peut être aussi un produit durable et bien entendu, je dirais que la plupart des acheteurs de restauration collective, quel que soit le secteur, eh bien, essayent de concilier quand même cet achat de produits de qualité avec la proximité en termes d'approvisionnement. Donc, ce qui est possible déjà, c'est quand même de travailler sur des stratégies d'achat, même si on ne va pas mettre dans des cahiers des charges de marché public. Alors, vous n'êtes pas tous soumis non plus au code des marchés publics, hein, mais pour ceux qui sont soumis, on ne va pas mettre directement un approvisionnement local. Par contre, on a des stratégies d'achat, vous le savez, qui permettent eh bien, de pouvoir en tout cas permettre à l'ensemble des fournisseurs et notamment aux fournisseurs de proximité de pouvoir candidater peut-être même de façon plus simple. Et donc ça, c'est des techniques que vous devez connaître qui tiennent d'abord au sourcing, à la connaissance des fournisseurs sur un territoire et puis à l'allotissement. On a fait des guides qui sont disponibles sur Ma Cantine qui permettent justement de travailler sur la mise en place de ces marchés publics en tenant compte donc d'un approvisionnement territorial. Il y a quand même aussi un deuxième cadre qui peut aider l'ensemble des acheteurs à travailler sur ces approvisionnements territoriaux. Ce sont les projets alimentaires territoriaux qui se mettent en place sur maintenant quasiment tous les territoires. Il y a plus de 300, même, je crois presque 400 maintenant en France qui sont en train de se mettre en place. Ce sont ces projets alimentaires territoriaux, ce sont des moments, des endroits où justement la production, les fournisseurs et donc les acheteurs peuvent se rencontrer et puis apprendre à se connaître, apprendre à connaître les produits qui sont disponibles pour justement ensuite qu'il puisse y avoir un achat, qu'il soit commande publique ou autre. Il y a eu des questions aussi là-dessus, dans le QR. Les établissements de santé, vous avez toute votre place dans ces groupes de travail, dans ces groupes de concertation des projets alimentaires territoriaux. Les projets alimentaires territoriaux sont en général très souvent pilotés par des collectivités territoriales, plutôt des EPCI, des intercos, etc. Pas que d'ailleurs, des départements, etc. Mais ils ne sont pas réservés à la restauration collective scolaire. Ils sont bien pour l'ensemble des acteurs agricoles et alimentaires du territoire. Donc moi, je vous enjoins vraiment à participer, à vous rapprocher, à savoir ce qu'il y a sur votre territoire. Donc vous avez aussi dans les DRAF, ça a été évoqué tout à l'heure par Christophe Marie, il y a des pôles alimentation dans chaque DRAF. Donc il y en a une DRAF direction régionale alimentation, agriculture et forêt. Donc il y en a une dans chaque région et dans les DOM. Voilà, donc vous pouvez vous rapprocher des pôles d'alimentation des DRAF qui vous diront quels sont les projets alimentaires territoriaux et avec qui vous pouvez travailler sur ces sujets-là. Dernier point sur les produits locaux, vous savez aussi qu'on a des catégories au niveau de la loi Egalim qui sont des catégories un petit peu spéciales qui concernent plutôt des modes de sélection des produits et qui vont justement actionner des critères environnementaux, donc soit le coût des externalités environnementales, soit un critère de performance environnementale et de circuit court. Alors, c'est des catégories qui sont un petit peu compliquées quand même à mettre en œuvre, enfin qui ne sont pas intrinsèques au produit, donc c'est lié à la sélection des produits. Donc, il faut avoir une méthode, donc chaque acheteur doit fabriquer sa méthode, si vous voulez. Alors, il y a certains fournisseurs qui peuvent vous aider aussi à mettre en place des méthodes. Mais voilà, donc il y a des choses aussi qui peuvent être faisables en prenant en compte ces catégories d'achat. Voilà. Merci. Juste un dernier point là sur les prix. Après, je passerai la parole à Valérie sur un autre point. Sur les prix, en effet, actuellement, on a des hausses de prix qui sont très importantes sur les denrées alimentaires. D'ailleurs, pas que sur les denrées alimentaires, bien
entendu, enfin, il suffit d'écouter d'allumer la télé ou la radio. On va travailler donc dans le cadre du Conseil national de la restauration collective avec l'ensemble de la chaîne, donc des fournisseurs, enfin, de la production jusqu'aux restaurateurs, aux représentants des acheteurs aussi, justement sur cette question de comment adapter aussi les marchés publics, quel budget, etc. Donc ça, évidemment, c'est des sujets sur lesquels on travaille, et on travaille avec les représentants des acheteurs, les grandes Restoco, le réseau Restoco, mais on a aussi les représentants des hôpitaux qui travaillent aussi sur ces sujets avec nous. Voilà. Merci. Merci. Donc, on passe la parole à Valérie. Alors, oui, je veux bien, mais je ne sais pas sur quoi. Ah, d'accord. Bon, alors moi, j'avais une question par rapport destinée à Julien Fabreau concernant, et c'est quelque chose que nous avions évoqué en préparation de ce webinaire, concernant effectivement les centrales d'achat, un sujet que nous évoquerons aussi beaucoup dans notre prochain webinaire sur les collèges et lycées. Et en fait, Julien, est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous travaillez maintenant avec les centrales d'achat, étant donné que vous avez donc ce team acheteur responsable de la restauration? Julien, est-ce que ça fonctionne? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon, Julien. On est aujourd'hui, en fait, on a mis en place une segmentation des achats en fonction des types de matières premières. Donc aujourd'hui, tout ce qui est frais, produits frais, ultra frais, ce sont des achats qui sont réalisés en local. Et tout ce qui est épicerie et surgelé, ce sont des produits qui sont achetés via les centrales d'achat nationales. Et donc, par rapport à ce que vient de dire finalement Frédérica, vous réussissez à acheter des produits locaux? Oui, oui, et notamment, on a quelques effets qui sont intéressants en ce moment, puisque par exemple, on est sur une filière de viande bovine 100% Lorraine, et aujourd'hui, le prix du kilo de bœuf n'a quasiment pas bougé par rapport à 2021. D'accord. On a des augmentations importantes, notamment. D'accord. Nous avons beaucoup de questions sur les fiches, et donc concernant l'expérimentation repas à l'hôpital. Didier, en fait, est-ce que, bon, à part le PowerPoint, est-ce que vous avez envisagé une boîte à outils, des fiches, des choses qui peuvent accompagner les structures hospitalières? Mais les outils sont prêts, les fiches méthodos sur les expérimentations sont prêtes. La seule chose, c'est que je pense qu'on ne peut pas lancer des fiches méthodos comme ça dans la nature sans qu'il y ait aujourd'hui la main à la DGOS. Et je pense qu'il faut peut-être attendre un peu quelques temps de savoir comment on va essaimer l'ensemble des projets vers les centres hospitaliers. Est-ce que c'est sur candidature? Est-ce que c'est avec des accompagnements d'experts qui viendront accompagner l'établissement pour expliquer la conduite de projet et le plan d'action et après les laisser libres? Je pense que c'est important de pouvoir accompagner des établissements sur une journée peut-être ou une demi-journée pour leur donner d'abord la ligne de conduite et après les laisser libres sur les projets. Mais je pense que envoyer des fiches méthodos comme ça par mail et puis dire aux établissements hospitaliers maintenant allez-y, je pense que ça ira plutôt à l'échec et je pense qu'il faut peut-être que des établissements candidatent, ils fassent acte de candidature et puis de voir la DGES, mais attendons la DGES sur le suivi politique là dans quelques semaines. Monsieur Roineau. Oui, effectivement, je rejoins ce que disait Didier. L'intention, bien entendu, c'est de diffuser relativement rapidement les diapos, d'une manière générale, tout ce qui est guide méthodologique. Il y a aujourd'hui, on s'est organisé il y a maintenant plusieurs semaines de manière à recommencer à essaimer et avoir un petit complément d'expérimentation. On attend simplement le feu vert, mais à un horizon de quelques mois, dès qu'il y aura ce complément d'expérimentation, parce que, comme ça a été dit, 3 établissements, même si c'est d'ampleur relativement variable, ils ne sont pas totalement représentatifs des situations qu'on pourrait vivre. Donc, on est dans une logique d'extension dans un premier temps du nombre d'établissements pilotes. Mais évidemment, l'idée sera d'essaimer relativement rapidement. Donc, diffuser tout de suite, non. Bien que effectivement les fiches sont intéressantes et disponibles à l'instant où on se parle. Mais l'idée, on s'est organisé. On a délégué une partie de l'activité à l'ANAP, qui est une agence de chez nous.
et on se met, on nous regarde à vous pour, dans quelques semaines, je vous dis, faire un petit complément d'expérimentation sur des types d'établissements qui n'auraient pas été traités. Et dans la foulée, je dirais en tout cas avant la fin de l'année, diffuser tout ce qui est guide méthodologique et proposer des prestations d'essaimage, d'accompagnement. Parce que la méthodo, c'est une chose, mais comme ça a été dit, il y a des établissements qui sont très matures, qui pourront relativement rapidement déployer, et d'autres qu'il faudra probablement accompagner, comme on l'a pu le constater dans d'autres domaines comme la fonction achat. Donc, voilà ce vers quoi on tend aujourd'hui. Un complément d'expérimentation, ensuite un essaimage à assez grande échelle. Est-ce que, M. Roineau, est-ce que vous allez travailler avec les associations de terrain, comme je pense bien sûr à l'UDIR, avec les représentants que nous avons à cette table ronde? Disons que il n'y a aucune opposition de principe sur l'association à toutes les entités qui pourraient avoir une expertise intéressante de manière à enrichir l'expérience et l'essaimage. Oui, donc dès lors qu'on a, disons, un niveau politique formellement l'accord pour lancer à grande échelle la démarche, il y aura, disons, quelques semaines de mise au point, et là, tous ceux qui voudront s'associer à nous seront les bienvenus. Écoutez, merci beaucoup pour cette question qui, je pense qu'elle était importante pour certains membres de l'association. Je vais passer la parole à Valérie Merle par rapport effectivement, la plateforme Ma Cantine. Est-ce qu'on peut déjà aujourd'hui donner un pourcentage ou une quantité d'établissements qui sont sur la plateforme? Alors, oui, tout à fait, Laurent. Sur la plateforme, en fait, on a prévu deux types de communication. Une communication individuelle par établissement et selon leur bon vouloir, où ils souhaitent utiliser la plateforme pour communiquer à la fois à leurs convives et communiquer aux autres acteurs de la restauration collective de leur territoire ou de leur secteur. Et on a prévu également un module de restitution de l'information qui est actuellement contenue dans Ma Cantine, sous forme d'un module qu'on appelle module statistique, qui n'est évidemment pas statistique au sens vrai du terme, mais qui a quand même vocation à donner à voir le contenu de la plateforme, et notamment par secteur et par secteur d'activité, j'entends, scolaire, hôpital, travail, et également à deux échelles territoriales, celle de la région, celle du département, de montrer à voir un petit peu les nombres de cantines qui sont référencées et les premières indications chiffrées sur les appros, mais également sur les autres mesures qui sont mises en œuvre. Donc, je vous engage à aller voir Ma Cantine et à faire un tour un petit peu d'horizon de tout ce que peut vous apporter comme information la plateforme. C'est quand même un de ses objectifs principaux. Voilà. Merci Valérie. Il y a une question suite à l'intervention de Christophe Marie qui a dû nous quitter. Je ne sais pas si Frédérica ou Valérie, vous allez pouvoir répondre à cette question, mais la question me semble intéressante, c'est-à-dire cette démarche d'avoir un référent EGalim représentant à l'ARS. Je sais que nous avons une représentante de l'ARS Île-de-France Laurence, je ne sais pas si, Laurence, tu pourrais répondre aussi pour l'Île-de-France. Frédérica? Oui, moi, je voudrais juste… Alors, en plus, moi, je suis en Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc je connais bien, j'étais à Scralim. Là, c'est vraiment cette initiative, en tout cas au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle est vraiment liée quand même au souhait du préfet de région d'avancer sur ce sujet. Donc, donc il y a des CRALIM normalement dans toutes les régions, enfin, ça se fait à des dates qui sont complètement différentes selon les régions. Donc, il y a des présentations qui sont faites à la fois par nous, le ministère, mais surtout par les DRAF. Voilà. Et donc là, ce qui s'est passé ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est que le préfet a trouvé qu'il y avait vraiment un sujet à travailler, et c'est lui qui a été à l'initiative de mettre en place ce groupe de travail, et donc piloté par un référent au niveau de l'ARS, spécifiquement pour la partie établissement de santé. Donc, c'est pas… je dirais, il n'y a pas de modèle, vous voyez, de modèle
national qui redescend sur toutes les régions. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Après, est-ce que c'est une initiative qui peut intéresser d'autres régions et qui peut être ensuite dupliquée? Peut-être. Donc là, je laisse la parole à Laurence qui pourra peut-être nous en dire plus. Donc Laurence Perrin qui représente l'ARS Île-de-France. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait, Laurence. Alors effectivement, je pense que la volonté politique et puis territoriale est quand même très importante pour nous mettre en ordre de marche. Avant la crise sanitaire, on avait un préfet de région qui avait souhaité une mission interservice sur l'alimentation dans le cadre du CRALIM et ça avait permis de nous rapprocher entre les différentes institutions pour travailler ensemble. On était parti sur un projet d'approche systémique de la nutrition sur les territoires. Alors quand je dis nutrition, c'est l'éducation nutritionnelle, à l'alimentation durable et au goût. François Mauvais pourra en témoigner. Alors évidemment, la crise sanitaire nous a un petit peu dilués dans nos projets, mais on a toujours ce projet de recherche avec AgroParisTech qui fait des petits parce que du coup, les territoires sont très intéressés. Maintenant, pour revenir à ce dont on parlait aujourd'hui, la restauration collective et qui plus est hospitalière, là, non, on n'a pas le même type d'organisation qu'en PACA. Franchement, ça serait vraiment super de relancer dans le cadre du CRALIM notre mission interservice sur l'alimentation, mais on n'est pas encore organisé de cette façon-là. Je sais qu'en PACA, ils ont mis en place un réseau d'acteurs sur l'éducation au goût, aussi avec leurs projets alimentaires territoriaux. Et cette approche globale, c'est vraiment ce vers quoi on voudrait tendre. Mais je pense qu'un soutien politique serait plus que bienvenu. En dehors de ça, on a lancé différentes expérimentations, comme par exemple l'adaptation du Nutri-Score en restauration collective, avec une expérimentation dans un hôpital de la PHP, l'hôpital du Putrin dans le 91. Pareil, c'était une opportunité sur le projet Manger mieux, bouger plus au travail, qui était financé par l'INCa, porté par le CNAM-ISNA. Et donc, je me suis greffée sur cette expérimentation avec des résultats très encourageants des équipes Restoco qui ont vraiment joué le jeu et puis qui sont partie prenante pour continuer. Ce que prouvent aussi les autres expérimentations qui ont été faites dans d'autres contextes de restauration collective. Donc voilà pour les expériences en Île-de-France, mais avoir une approche un peu plus globale et puis aussi motiver les clans et montrer aussi qu'on peut avoir une baisse de coûts d'un côté. On a parlé de la dénutrition des CNO. On a certains hôpitaux en Île-de-France qui ont fait des expériences sur l'alimentation enrichie, amélioration de la qualité nutritionnelle des plateaux, avec surtout un impact sur la taxe sur les biodéchets. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui existent, mais ce n'est pas encore ordonné. Enfin, on n'est pas encore en ordre de bataille. Merci beaucoup, Laurence. Il nous reste 3 minutes avant l'atelier Ma Cantine. Je vous le rappelle, pour ceux qui veulent s'inscrire et être accompagnés sur la plateforme Ma Cantine, nos spécialistes sont à votre disposition à partir de 15h30. Nous avons 3 minutes pour traiter peut-être d'un sujet qui est revenu de façon assez importante. Dans l'expérimentation, et là je me tourne, ça ne se voit pas, mais je me tourne vers Didier Girard. Dans les différentes expérimentations repas à l'hôpital, quelles ont été les principales actions pour diminuer le gaspillage alimentaire de 35% sur certains services en particulier? Et je propose aussi que Cécile, la police de l'ANFH, donc qui s'occupe de formation dans les centres hospitaliers, on puisse lui passer la parole par rapport à cette question de formation et d'encadrement sur le gaspillage alimentaire. Moi, je veux bien prendre 2 exemples pour la réduction du gaspillage alimentaire. Lorsqu'on est en ambulatoire, lorsqu'on est en service d'hôpital de jour, lorsqu'on est aux urgences, il est vraiment grand temps de supprimer la livraison de plateaux repas. Par exemple, quand on vient en ambulatoire pour des extractions de dents ou un problème carpien, on n'est pas là pour manger le bourguignon du jour ou le poisson du jour qui n'est pas adapté, mais d'être plutôt sur des produits
un peu agréables locaux. Ça peut être une madeleine, un yaourt local avec un yaourt bio, un petit plat apértisé, une petite salade, et c'est suffisant. C'est pas la peine de produire des plateaux repas. Lorsqu'on est au dîner à 3 composants, lorsqu'on l'a bien défini sur le choix des produits fait maison plus enrichis, eh bien, on supprime quand même le soir au dîner près de 30 ou 40% de gaspillage sur le plateau repas. Mais à ce moment-là, on a l'impression qu'on a moins de produits sur le plateau repas. Mais là, c'est un gros travail de communication auprès des soignants, auprès des familles, pour expliquer pourquoi il y a moins de produits, pourquoi le menu est plus enrichi. Et s'il est mieux consommé, ben à un moment donné, on atteint le résultat. Mais le gaspillage alimentaire, il est sur chaque expérimentation. Voilà 2 exemples. Dans les urgences, dans des gros services comme on a pu voir à Paris à la PHP où des plateaux repas étaient livrés, des gros services d'ambulatoire où des plateaux repas étaient livrés, eh bien là, on change complètement la façon de proposer une alimentation collation à l'ensemble de ces patients qui sont à passage court et qui permet de réduire largement le gaspillage. Et ce gaspillage, eh bien, on peut récupérer 27 centimes du plateau pour le mettre dans l'achat de la loi Egalim. Voilà un exemple. Merci beaucoup Didier. Madame Apolis, vous avez la parole pour nous dire un petit peu, vous, votre implication par rapport à ces formations pour encadrer cette lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements hospitaliers. Oui, je vous remercie de me laisser la parole quelques minutes. Je voulais profiter effectivement de ce webinaire pour vous présenter, parmi les différentes ressources qui ont été présentées aujourd'hui, les ressources proposées par l'ANFH. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'ANFH, c'est l'OPCA de la fonction publique hospitalière et sur toutes les régions du Grand Sud, donc Occitanie, PACA, Corse, Auvergne et Rhône-Alpes. Il y a un projet de développement durable qui est mis en place en lien avec les ARS et la DGOS. Et parmi les prestations proposées dans le cadre de ce projet de développement durable, il y a un certain nombre de choses relatives à l'alimentation et notamment des prestations donc, qui sont entièrement prises en charge par l'ANFH pour les établissements de la fonction publique hospitalière. On organise des journées de sensibilisation, donc en règle générale sur des niveaux au niveau départemental, sensibilisation à la loi Egalim, ce que c'est, quels sont les enjeux, comment je la mets en place au sein de mon établissement. La plupart du temps, on essaye également de faire intervenir les DRAF territoriales sur ce type de réunion. Et puis ensuite, pour accompagner les établissements plus loin dans la mise en œuvre effective, on a en effet des formations sur nos plans d'action régionaux, là encore financés entièrement par la NFH, sur la réduction du gaspillage alimentaire, notamment avec le prestataire Ecosphère. Et enfin, je fais assez court, mais je vous laisserai mes coordonnées si vous voulez plus de détails. On a également des accompagnements à la mise en œuvre en établissement de ces politiques avec la réalisation de diagnostics gaspillage alimentaire et l'accompagnement effectif des équipes dans la mise en œuvre d'une politique de réduction du gaspillage et d'amélioration de la qualité des repas. Voilà, donc ça c'est des... Simplement, c'est très simple pour adhérer à ce projet. Il s'agit de remplir une lettre d'engagement vis-à-vis de la NFH et ensuite, on vous met en lien avec les prestataires adéquats. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage qui vient compléter tout ce que l'on a vu. Alors, peut-être une dernière question, puisqu'elle est quand même brûlante. Y a-t-il un impact des groupements d'achat aux achats de qualité? Didier, Julien, Julien, si tu as la connexion. Oui et non, ça dépend des produits en fait. D'accord. Ça peut être un atout parce que effectivement on est sur une offre plutôt nationale et il n'y a pas d'opérateurs locaux. Mais par contre, ça peut être un effet de réduction dans le cadre où on a parce qu'aujourd'hui une structure nationale ne sera jamais en mesure de morceler ces appels d'offres sur une dimension suffisamment petite pour permettre les opérateurs locaux de répondre. D'accord. Didier, tu veux ajouter quelque chose? Rapidement. Moi, je veux bien rajouter. C'est vrai que nous, on est passé à Paray-le-Monial à Paris. On a pu proposer, ce n'est pas nous qui proposons, ce sont les services achats avec les magasiniers, les diététiciens, les groupes de travail. On a pu aller jusqu'à une centaine de produits de la loi Egalim à proposer aux établissements. Voilà. Donc, après, quand on est dans une région comme ma région, où il y a beaucoup de pommes, beaucoup de poires, on est beaucoup en local. Quand on est chez Isabelle Lagoutte, elle a eu beaucoup de propositions en AOP sur les viandes charolaises parce qu'elle est proche des producteurs. Dans des régions, c'est vrai qu'on peut sortir des groupements d'achat et faire des petits lots,
vers si on fait du sourcing et si on connaît bien ces fournisseurs locaux, on peut faire des petites consultations. Mais je sais que les groupements d'achat aujourd'hui travaillent beaucoup aussi en lien avec des chambres d'agriculture, des producteurs et tâchent de revenir peut-être à des marchés plus affinés en fonction des départements et des régions. Je pense qu'il y a une politique d'achat qui évolue dans ce sens-là, surtout les groupements d'achat, Oresa, Uniachat. Je pense que la loi Egalim a eu un impact important pour retravailler sur la définition des lots, des critères, voilà, et les critères de pondération aussi, en fonction des nouvelles lois. Dans le choix des produits, il n'y a pas que le prix, mais il y a des critères à mettre dans les notes sur l'application de la loi Egalim, la loi AGEC, la loi Résilience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut aussi donner des notes à des producteurs qui sont aussi très sensibles à l'alimentation durable et qui proposent aux établissements de santé. On peut les noter et parfois on peut faire changer la notation sur un choix de fournisseur en fonction des produits qu'ils proposent. Voilà. Merci beaucoup Didier, merci vraiment à tous puisque ce webinaire se termine avec un peu de retard. Merci vraiment à tous les présentateurs, toutes les personnes qui ont participé. Et puis maintenant, nous allons donc clore ce webinaire et passer en mode atelier avec les spécialistes de Ma Cantine. Donc, merci à tous les participants, à tous les visiteurs et toutes les questions seront donc traitées par la suite par mail ou directement. Donc, si vous les avez bien posées sur le QR code, nous pourrons donc les récupérer et nous ferons une newsletter pour vous répondre. Voilà, merci. À très bientôt. Prochain rendez-vous le 31 mai pour les 31 mai, pardon, sur les collèges et lycées. Frédérica, un mot de la fin? Eh bien, moi, je voudrais remercier tous les intervenants et puis tous les participants. On reste à votre disposition, hein, l'équipe Ma Cantine. C'est une équipe qui est à disposition des acteurs. On est là pour vous accompagner. Et justement, ça va être l'occasion là tout de suite pour des personnes qui souhaiteraient voir un petit peu comment ça fonctionne ou inscrire leur cantine. On va faire ce petit atelier, enfin c'est Pauline qui va vous accompagner. Et puis vous dire aussi qu'on va faire des webinaires vraiment techniques d'accompagnement sur la prise en main de cette plateforme. Voilà, donc vous aurez aussi les informations. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. On est vraiment, je dirais, on est vraiment tous dans le même bateau et donc il faut qu'on y aille ensemble et c'est ensemble qu'on y arrive. Merci beaucoup.